Salut, bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat, avec un animateur qui sait très bien faire le chat. Je vous le dis parce que ça serait bien que vous fassiez le chat pour commencer l'émission. Un jour. Non, mais maintenant. Non. Bon, d'accord, tant pis. Non. C'est pas grave. Restons sérieux, Eric. On peut de temps en temps Ouais, mais sortir on a quand même un des, sujet extrêmement des sérieux. normes. On a un sujet sérieux. On a un sujet très sérieux. Le dispositif fiscal pour les monuments historiques. Rien que le titre m'amuse. Sonia Gutt, bonjour. Bonjour. On va parler de ça avec vous. Vous êtes directrice commerciale d'e-Sélection Grand Est. C'est une filiale de Next City. Tout à fait, c'est bien ça. Et je rappelle, le thème de cette émission, le dispositif fiscal pour les monuments historiques. J'écoute avec attention. Ah oui. Oui, parce que quand on parle de monuments historiques, on aurait pu penser à monuments historiques, on aurait pu penser à vous, mais pas du tout. Pas du tout, Eric. C'est gentil. Rentrons dans le vif du sujet. Oui, c'est un dispositif fiscal qui est assez mal connu, mais pourtant très intéressant. Alors, je souhaitais qu'on évoque ce sujet-là. Et pour commencer, ce serait bien que vous nous expliquiez, Sonia, si vous voulez bien, en quoi consiste ce dispositif fiscal pour les monuments historiques. Oui, avec plaisir. Alors, en préambule, je pense qu'il est important de préciser que c'est une loi de défiscalisation qui a donc été créée il y a plus de 100 ans. Donc, c'est une très vieille loi, 1913. Elle a été créée par le législateur en vue de préserver le patrimoine immobilier français. Donc l'objectif à l'époque, c'était de délester l'État de la charge de restauration des biens immobiliers. C'est un dispositif qui s'adresse donc à tous les contribuables fiscalement fiscalisés en France. Donc quelqu'un qui n'habite pas en France, qui travaille à l'étranger, même si à l'origine il est de nationalité française, il ne pourra pas en bénéficier. En tout cas, s'il a investi dans du monument historique, il n'aura pas les avantages fiscaux. Donc ça, c'est très important. Ce dispositif, il concerne uniquement les monuments historiques, donc les biens qui sont classés monuments historiques ou qui sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Ça, c'est très important. Ça représente en moyenne 14 000 biens en France et à peu près 10 biens par année qui sont mis sur le marché, donc qui sont mis à la commercialisation dans le cadre de ce dispositif-là. Donc ça reste un marché de niche, il faut bien le préciser. Ça concerne bien évidemment de l'immobilier ancien, donc ça on le dit bien, je crois que le titre le précise bien, ça ne viendra jamais concerner l'immobilier neuf ou récent. On est forcément sur des bâtisses anciennes, voire dans parfois un état de délabrement assez avancé. Où est-ce qu'on trouve ces biens ? N'importe où en France. Contrairement à un dispositif comme le Pinel, on n'a pas de zonage précis, donc on peut très bien acheter un bien de ce type-là à Paris, à Marseille, à Dijon, à Strasbourg, à partir du moment où il est classé monument historique. Alors maintenant qu'on a bien compris les enjeux liés à cette loi, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Oui, je vais essayer de vous expliquer ça. En fait, c'est un dispositif qui est très simple. Alors peut-être il faut arrêter de bouger sur le truc parce que je commence à avoir le mal de mer. Ah bon ? Donc, restez bien Il concentrés. déteste les fêtes foraines. Hein. Je vais vomir. C'est dommage. Donc en fait, oui, c'est un dispositif qui est très simple. Je le rappelle, l'objectif, c'est de remettre en état de l'immobilier ancien. Donc en fait, on va générer une quote-part travaux très importante. Donc le particulier qui s'engage dans un dispositif de ce type-là, il va acheter un bien immobilier souvent vétuste, délabré, qui peut faire peur, de prime abord quand on va voir les immeubles ou quand on les présente à des clients. C'est des biens qui tombent quasiment en ruine ou qui sont déjà en ruine. Et l'objectif, c'est d'aller générer des travaux. Donc en fait, comment ça marche ? C'est acheter un bien immobilier ancien, souvent pas très cher au regard de l'État, et de générer un maximum de travaux. En principe, on a à peu près 2/3 de travaux dans l'opération sur une enveloppe globale, quoi. 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour les travaux, Ouais, 1 tiers pour 2 tiers, l'achat 1 du tiers, logement. ouais, D'accord. Et quand on décide d'acheter ce genre de bien, on sait où aller. Il y a un site qui dit voilà, il y a tel monument historique à vendre. Il y a 2-3 opérateurs qui sont référencés aujourd'hui au national comme étant Donc des une démarche, des démarches. Ouais, qu'on peut faire, mais il faut avoir envie, quoi. Il faut se dire tiens, l'objectif c'est d'acheter un monument Alors en historique. principe, ce type de dispositif, comme dit, même s'il est très ancien, il est méconnu. Et c'est en principe des cabinets de défiscalisation, des conseillers spécialisés qui vont amener le client, l'investisseur, vers ce type de dispositif. Ou alors, si on tape sur Internet, on peut trouver un certain nombre de renseignements. Alors, pour revenir sur les caractéristiques du fonctionnement de cette loi, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que, bien évidemment, comme on est sur un bâtiment classé, un bâtiment historique, avant de démarrer un chantier de ce type-là, il faut avoir une autorisation de ce qu'on appelle la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles. Et en même temps, il faut avoir une autorisation des architectes des bâtiments de France. Alors, pour des gens qui ont déjà acheté
ou qui ont déjà rénové des biens dans ce type-là, on sait que la contrainte qui est très importante, c'est les architectes des bâtiments de France. Pour le particulier, en termes d'obligations, si on se réfère par exemple à une loi Pinel où on a des obligations, il n'y en a pas beaucoup. Sur le monument historique, il y en a deux principales. C'est l'obligation de louer pendant 3 ans, donc c'est très court en finalité, hein, et c'est une obligation de conservation du bien pendant 15 ans. Donc contrairement à d'autres dispositifs où au terme de 9 ans ou de 10 ans, on peut revendre le bien, là on va devoir le conserver 15 ans. Après, il est vrai que quand on présente ce type de bien à des clients, c'est une démarche un peu différente aussi, parce qu'on va acheter une partie du patrimoine ou de l'histoire française. Et donc, c'est souvent des biens que les clients achètent pour mettre en patrimoine et transmettre. Il y a aussi un objectif de transmission. Mais en tout état de cause, si on revend, c'est pas avant 15 ans. Et après 15 ans, je peux revendre comme je veux? Alors non, il faut un agrément du ministère de la Culture. Ok. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vendre, mais il faut juste l'agrément. D'accord. L'objectif, c'est qu'il y ait un vrai suivi qui soit fait sur ces bâtiments et qu'on ne vende pas n'importe comment ou qu'on puisse amener un bien à être démoli. Une sorte de le traçabilité, conserver. en gros. Ouais, tout à Ça fait. bloque souvent les agréments? Non. Non. On peut y aller quand même un petit peu les yeux fermés par rapport à ça. Voilà, c'est une démarche administrative à réaliser, mais aujourd'hui, il n'y a pas de client qui a été face à un obstacle, à un mur à ce niveau-là. Alors, on a parlé de dispositif fiscal. Maintenant, quels sont les bénéfices que ce dispositif apporte? Alors, les bénéfices, ils sont liés donc uniquement aux travaux. Hein. Je le rappelle, on achète un bien ancien et on génère des travaux. Donc, c'est l'intégralité de l'enveloppe travaux, plus les intérêts d'emprunt, parce que souvent, on réalise ces opérations-là en empruntant. Donc, c'est l'intégralité des travaux et des intérêts d'emprunt qu'on va déduire de sa base imposable. Donc, un contribuable va pouvoir diminuer son assiette du montant des travaux. Alors, je vais l'illustrer, ça va être plus simple. simple. On peut avoir un exemple, parce que pour Ouais, que ce soit tout bien à clair fait. pour les auditeurs. Si on prend, j'ai pris un exemple assez simple. Un couple de contribuables, donc 2 parts fiscales, 150 000 € de revenus. Normalement, si ce couple ne fait rien, ils vont payer 42 000 € d'impôts. C'est ce que l'État va leur demander chaque année. S'ils s'engagent dans un dispositif de type monument historique, pour un projet de 250 000 €, on va estimer que la part de l'existant, donc le bâti ancien qu'ils achètent, c'est 100 000 €, et la quote-part travaux, c'est 150 000 €. Ces 150 000, en principe, on les répartit sur 2 voire 3 ans. Dans mon exemple, je suis partie sur 3 ans, ça simplifie la donne. Ça veut dire qu'on fait 50 000 € de travaux chaque année. Et ces 50 000 € de travaux vont générer en moyenne 21 000 € d'économie d'impôts. Donc le couple qui payait 42 000, il va payer pendant 3 ans 21 000. Et donc on sera à 63 000 € de gain fiscal. Ils divisent par 2 les impôts qu'ils payent. Bon, on est quand même sur des niveaux de revenus assez hauts. Oui. Oui, quand même. Ouais, ça s'adresse à quel type de tranche généralement? Alors, bien évidemment, quand on cherche uniquement l'avantage fiscal, on est bien d'accord, hein, quelqu'un qui est fiscalisé dans la tranche à 14%, l'impact va être faible. Ça, c'est bien évident. On démarrera logiquement à partir de 30, idéalement la tranche à 41 ou à 45. Maintenant, ça peut aussi être des clients qui ont aujourd'hui un patrimoine immobilier important, donc des gens qui ont beaucoup investi ou hérité d'un patrimoine. Ce patrimoine-là, il est libre de charge, donc on n'a plus grand-chose à déduire fiscalement, et donc forcément, on va être impacté sur les revenus fonciers. Et on sait que les revenus fonciers, ça génère aussi de la CSG et de la CRDS, donc les prélèvements sociaux. Si on fait un monument historique, on va pouvoir gommer ces revenus fonciers, et donc gommer aussi les prélèvements sociaux. Et il y a un dernier type de clients qui sont friands de ces investissements-là, c'est un profil de client qui, à un moment donné, va avoir des revenus exceptionnels sur 1 ou 2 années. Et si on ne veut pas être fiscalisé sur ces revenus exceptionnels, on ira chercher l'avantage fiscal sur du monument historique. Donc, au lieu de faire des travaux sur 3 ans, en fonction du revenu exceptionnel qu'on va vouloir gommer, on va le répartir sur 2 années, par exemple. Un succès littéraire, par exemple. J'allais vous le dire. Ouais. Voilà, je vais y aller. Parce que avec les livres et tout ce que vous vendez, vous voyez, le succès que vous avez, vous allez voir que dans 2 ans, vous allez... Un château. Vous allez il péter faut les un scores. château. Il faut que je trouve un vieux château à retaper. Ouais. Et puis, je vous engagerai pour venir le dimanche. Pour faire un peu de bois. Pour faire les travaux. Ouais, c'est ça, bien sûr. Avec plaisir. Alors, j'ai encore une question un peu polémique. Finalement, on est sur des monuments historiques, il y a assez peu de biens, il y a beaucoup de travaux. Est-ce que finalement, on ne surpaye pas un peu l'achat de ce type de biens? Voilà la question piège. Voilà. Alors, je pense que déjà, la réponse, elle est propre à chacun. Maintenant, de prime abord, on dirait oui. C'est la première action des clients quand on leur parle monument historique et quand on leur amène le montant de l'enveloppe travaux
clairement, c'est la première réaction. Après, je dirais, il y a beaucoup de paramètres qui permettent de pondérer ce oui. J'en relèverai 3, hein, je ne vais pas en relever une dizaine. Ce qu'il faut se dire, c'est que ces biens qui sont situés principalement dans des centres historiques. Si on prend Strasbourg comme exemple, hein, qui est un exemple très concret, demain, aller investir à côté de la cathédrale, il n'y a pas pléthore de biens sur le marché immobilier. Donc, il y a une vraie rareté. C'est forcément un emplacement de premier choix, ça c'est évident. Le second paramètre, et on l'a évoqué, c'est la nature des travaux. Alors, je ne suis pas rentrée dans les détails, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, hein, mais c'est des travaux qui vont amener à redonner, on va dire, toute la magnificence au bâtiment. Donc, on veut essayer de l'amener le plus proche de ce qu'il a été dans ses plus belles années. Donc, on va conserver tous les éléments prestigieux, les parquets, les moulures, les cheminées. Donc, tout ça, ça va être réhabilité. S'il y a des éléments qui sont abîmés, qu'on ne peut pas conserver, on va demander à des artisans spécialisés en la matière de venir les remplacer. Donc, ça a un coût, hein, forcément. Et le bâtiment, à partir du moment où on le rénove, on va aussi l'amener vers les nouvelles normes de confort. Donc, ces deux paramètres, quelque part, justifient le montant des travaux. Et ensuite, je dirais à la sortie, c'est quand même ça vient corroborer les deux autres éléments. On a un bien souvent atypique et prestigieux, un bien exceptionnel. Et on sait bien que sur un marché où il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes, le prix souvent est justifié. Et vous traitez souvent ce genre d'opération chez vous, chez e-Sélection Grand Est? Oui, ça fait partie des opérations qu'on propose souvent à nos clients à partir du moment où on identifie un besoin. Après, on a parlé un petit peu avant sur les profils clients. On peut très bien avoir un client qui n'est pas fortement fiscalisé, mais qui tout simplement veut acheter un endroit précis, qui a l'amour de la belle pierre et du patrimoine et qui va acheter ce type de bien aussi. Ok. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci bon. Sonia Gut, à très bientôt. Merci. Et vous revenez quand vous voulez dans cette émission qui est disponible sur les plateformes de podcast, sur topmusic.fr. Bien sûr, nous y sommes. Sur le site de Trianon Résidence, sur la chaîne YouTube et sur Facebook Igloo on Air. Merci. À très bientôt. Merci Eric.